Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonjour et bienvenue au premier épisode du podcast Un Phocéen à Montréal. Je me présente, mon nom est Adi Raphaël, je serai celui qui animera ce podcast en collaboration avec le Cannes FC. Pour le premier segment du podcast, j'aimerais vous parler du mercato de l'Olympique de Marseille. Lors de l'épisode 0, je vous avais parlé des renforts souhaités à l'Olympique de Marseille. Dans ce temps-là, l'OM avait déjà recruté le défenseur central Douye Caleta-Car, le défenseur croate, et j'avais mentionné qu'il nous faudrait trois autres recrues, un latéral gauche, un milieu défensif et un ailier technique, contrairement à l'opinion générale qui demandait un attaquant. C'est mon avis, chacun a le droit au sien, mais moi je pensais que l'attaquant n'était pas une priorité, vu qu'on avait déjà Mitroglou et Germain. Et c'est comme si les dirigeants marseillais m'avaient écouté. En fait, ils ont recruté un milieu défensif ou milieu relayeur avec Kevin Strootman, l'international néerlandais, qui est venu de l'AS Rome. C'était quand même une grosse surprise parce que l'AS Rome est un club qui a disputé la demi-finale de la Ligue des Champions l'année passée. Certains voient le recrutement de Kevin Strootman comme un gros coup, mais aussi ils voient qu'ils comprennent pas la décision de Kevin Strootman de venir à Marseille. Ils voient ça un peu comme une régression, tandis que ça peut être juste un nouveau challenge pour quelqu'un qui aspire aux grands honneurs sous de nouveaux cieux. En tout cas, Kevin Strootman n'arrive pas en terrain inconnu. Il avait évolué à l'AS Rome sous Rudy Garcia, qui était l'entraîneur du club romain dans le passé. Et il a une relation quand même assez privilégiée avec le coach marseillais. Donc c'est quelque chose qui pourrait être quand même assez intéressant parce qu'il connaît un peu le système de jeu prôné par Rudy Garcia et ça pourrait être un bel ajout pour l'effectif en plus de ses qualités qui ne sont plus à présenter. Au poste d'ailier technique, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont recruté un jeune Serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic. Ce joueur a déjà évolué à l'AS Rome lorsque Rudy Garcia était là aussi. Par contre, il jouait en équipe réserve et depuis, il a été revendu à l'Étoile Rouge de Belgrade et il a quand même disputé une bonne saison l'année passée. C'est un espoir serbe, c'est un pari tenté par les dirigeants marseillais. Moi personnellement, j'aime beaucoup ces paris-là. C'est des joueurs inconnus. C'est quand même un joueur qui a coûté 12 millions d'euros, mais de nos jours, c'est pas une somme énorme pour un profil offensif. Je suis vraiment curieux de le voir jouer et j'espère qu'il pourra faire ses preuves et exploser au stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille a toujours recruté des joueurs de l'Europe de l'Est et la plupart du temps c'était toujours des succès. Quand je parle des années 90, il y a eu quelques mauvaises pioches, mais je suis quand même assez confiant avec Nemanja Radonjic. Ça a l'air quelqu'un d'assez explosif, quelqu'un qui aime les ambiances chaudes. On s'entend que l'Étoile Rouge de Belgrade c'est quand même un club avec une grosse histoire. Ils ont gagné la Ligue des Champions en 91 lorsqu'ils nous avaient battus au tir au but. Et j'espère que ce pari-là sera un succès pour l'Olympique de Marseille. Pour ce qui est du poste de latéral gauche, l'OM a décidé de ne pas recruter. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de privilégier les solutions en interne. On espère voir le jeune Christopher Roquia qui est formé au club, qui est quand même un espoir, qui est un joueur qui a fait beaucoup parler de lui par ses excellentes prestations avec la réserve. L'année passée, il n'a pas vraiment eu sa chance à cause de certains différends avec Rudy Garcia. On parle d'un manque d'investissement, mais il paraît, d'après Rudy Garcia, qui s'est replacé et qui commence à donner les efforts nécessaires durant les entraînements. Et j'espère que ce sera la surprise du centre de formation cette année. On a vu dans le passé Maxime Lopez ou Boubacar Kamara qui se sont imposés dans la rotation du club marseillais. Et j'espère voir cette année Christopher Roquia montrer tout son talent et montrer à tout le monde que ce n'est pas un simple feu de paille, mais que c'est vraiment un joueur sur qui Rudy Garcia pourra compter pour le reste de la saison en doublure de Jordan Amavi au poste de latéral gauche.
L'OM a donc juste recruté 3 joueurs, donc un défenseur central avec Douillet Tchaletatsar, le milieu défensif ou relayeur Kevin Strootman et l'ailier technique avec Nemanja Radonjic. Donc au niveau du rayon des arrivées, ce sera juste ces 3 arrivées-là pour cette année, en tout cas pour le mercato d'été. Pour ce qui est des départs, l'OM a quand même réussi à garder tous ces bons éléments. Quand on parle de Florent Thauvin qui a fait une saison extraordinaire, de Dimitri Payet, de Luis Gustavo, donc l'ossature sur laquelle Rudy Garcia s'est appuyé en 2017-2018 est restée la même. Ces quelques ajouts vont, selon moi, apporter une touche supplémentaire à l'effectif afin de disputer le podium et j'espère avec succès cette année. Le mercato semble selon moi assez positif sur papier. Après, il faudra voir les performances de ces joueurs-là tout au long de l'année pour savoir si effectivement c'était un mercato réussi ou non. Mais sur papier, moi, je trouve que c'est quand même un recrutement réussi qui va donner des options supplémentaires à Rudy Garcia afin de disputer tous les tableaux dans lesquels l'Olympique de Marseille est impliqué. Quand on parle du championnat de Ligue 1, de la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et de la Ligue Europa. Est-ce que l'Olympique de Marseille est plus fort? Selon moi, oui. L'Olympique de Marseille a un meilleur effectif avec ces 3 recrues-là. Après, attendons la fin de saison et on pourra juger à ce moment-là si j'ai raison ou non. Pour le prochain segment d'un Phocéen à Montréal, j'aimerais parler des performances de l'équipe phocéenne en ce début de saison. Donc l'OM a débuté très fort l'année en s'imposant à domicile 4-0 face à Toulouse à la première journée. Un jeu fluide, une entente magnifique et vraiment du beau jeu pour la première au Stade Vélodrome. Et je m'attendais à ce que cette série se poursuive lors de la deuxième journée, lorsque l'OM se déplaçait à Nîmes, le promu en Ligue 1 cette année. Malheureusement, l'OM n'a pas su répéter son exploit et a vraiment sombré face au promu et s'est incliné 3-1. Une performance terne, beaucoup d'erreurs individuelles et même collectives et je m'attendais au pire pour la suite. Et effectivement, lors de la 3e journée, l'OM recevait Rennes. Rennes qui est européen cette année, en tout cas c'est une première fois depuis très longtemps. Et c'est quand même un club sur lequel on devra compter d'ici la fin de la saison. Rennes aussi avait emporté son match au Stade Vélodrome l'année passée en s'imposant 3-1. Et je pense, j'aurais pensé que l'Olympique de Marseille, en tout cas les joueurs de l'Olympique de Marseille, auraient voulu avoir une revanche face à Rennes. Malheureusement, ils ont très mal commencé le match et Rennes a marqué 2 buts et mené 2-0 avant que l'OM enfin ne se réveille et en fin de match égalise pour obtenir le point du match nul 2-2. Sur papier, ce résultat est un très mauvais résultat. Par contre, quand on regarde la physionomie du match, le 2-2 est quand même positif. L'OM a su retrouver les ressources mentales pour revenir au score. Et je me suis dit que ça a laissé quand même une bonne impression pour la suite. Et à la 4e journée, qui était hier, le dimanche 2 septembre, l'OM se déplaçait chez un gros du championnat de France, qui est l'AS Monaco. L'AS Monaco, l'OM, tout comme l'OL, se disputent la 2e et la 3e place de Ligue 1 cette année, parce que Paris est quand même bien au-dessus, malheureusement. Et l'OM se déplaçait à Monaco. L'OM avait du mal à gagner à Monaco depuis les dernières années et le match ça s'annonçait quand même assez difficile. On se rappelle que l'année passée l'OM avait perdu 6-1 à Monaco et c'était vraiment un début de crise quand même assez inquiétant. Durant ce match-là, l'OM a, selon moi, dominé la première mi-temps et aurait pu marquer plusieurs buts. Finalement, il s'est contenté de marquer un seul but par Mitroglou. Mitroglou qui a été très intéressant dans la première mi-temps. Il a fait plusieurs appels, il a eu 5 tirs au but, malheureusement sans succès avant son but. Et l'OM est rentré au vestiaire à 1-0. Alors moi je me disais, j'espère qu'ils vont garder cette ambiance-là et qu'ils vont essayer de garder ce niveau-là pour la seconde mi-temps, parce qu'on sait toujours qu'il y a toujours des moments de flottement au cours d'un match. Et effectivement, l'OM a flanché en début de deuxième mi-temps. Et à cause de 2 erreurs individuelles de Adil Rami, le champion du monde, Monaco a réussi à égaliser et même prendre l'avantage 2-1
Moi là, je m'attendais au pire. Je me suis dit, c'est pas possible. On recommence l'année passée. Est-ce qu'on va sombrer de nouveau? Est-ce qu'on va avoir un autre score fleuve à 600? Mais non. L'Olympique de Marseille commence déjà à avoir ce petit titre de club qui aime revenir de l'arrière. Au bout de 4 matchs, c'est quand même pas mal. L'OM a réussi à égaliser avec la rentrée de Florent Thauvin qui avait commencé le match sur le banc surprenamment. Il a pu faire un bon 1-2 avec Hiroki Sakai, le latéral droit. Et il égalise sur un excellent mouvement collectif et ramène son club à 2-2. Avant que Valère Germain, sur un coup de pied de coin tiré par ce même Florian Thauvin, ne parvienne à marquer le 3e but du club marseillais à la 89e minute. Germain est un joueur qui est formé à l'AS Monaco, donc il a décidé de ne pas vraiment célébrer ce but. Son but a permis à l'OM de remporter sa première victoire à Monaco depuis 2010 et de vaincre la malédiction de l'équipe phocéenne qui ne s'est pas imposée face aux 3 autres grands du championnat français l'année passée. Elle n'a pas pu s'imposer face à Lyon, face à Monaco ou face à Paris, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et dès le premier gros match, l'Olympique de Marseille, de version 2018-2019, arrive à s'imposer à Monaco. Donc c'est quand même de très bon augure pour la suite. Cette victoire va sûrement permettre à l'équipe de Rudy Garcia de mieux se préparer durant la trêve internationale présentement. Et le prochain match de l'Olympique de Marseille sera le 16 septembre où l'OM va recevoir Guingamp. Guingamp est toujours une équipe un peu difficile à manœuvrer, qui est capable de vraiment créer les exploits. Et l'OM devra être vraiment affûté afin de battre Guingamp, en avant Guingamp. Juste après, l'OM disputera son premier match en Europa League en recevant l'Eintracht Francfort d'Allemagne. C'est quand même l'Eintracht Francfort, c'est quand même un très bon club de Bundesliga, de la Ligue allemande. Ils ont vraiment un bon collectif et ils sont quand même dangereux. C'est pas un match facile pour l'Olympique de Marseille avant de se déplacer à Lyon pour l'Olympico. Donc le calendrier est quand même assez difficile au début de l'année. Déjà un déplacement à Monaco qui s'est bien passé et maintenant aller disputer l'Olympico à Lyon. Bon, donc pour ce segment, j'ai le plaisir de vous présenter un invité au podcast InfoCéan Montréal. J'ai avec moi monsieur Damien Meunier, qui est un supporter de l'Olympique Lyonnais. Damien va nous parler un peu de son équipe, vu qu'on a l'Olympico, donc le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, qui va se jouer à Lyon le 23 septembre. Donc, je me suis dit pourquoi pas inviter quelqu'un qui est supporter de l'Olympique Lyonnais pour qu'il nous parle un peu de son club cette année. Donc, salut Damien, ça va bien? Ça va. Alors, parle-moi un peu de toi. Moi, j'ai 34 ans, je suis sur Montréal depuis le début de l'année, et puis je suis supporter de Lyon depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, avant la grosse période de domination lyonnaise. Je tiens aussi à le préciser parce que... Donc t'es pas un nouveau fan en fait, t'es un ancien fan qui a suivi et qui a eu la joie de connaître les bonnes années lyonnaises. Juste pour rappel pour les auditeurs, en fait Lyon a gagné 7 titres consécutifs dans les années 2000 et voilà, donc Damien a vécu tout ça. Donc oui, c'est ça. Parfait. Donc écoute, en tout début, je vais te poser certaines questions, c'est sûr, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse en vue du match qui arrive le 23 septembre. Donc en fait, on regarde un peu ce qui se passe avec Lyon, parce que bon, on s'entend qu'il y a quand même une rivalité sportive entre Lyon et l'OM. Et en fait, Lyon a eu un début de saison assez mitigé. J'aimerais avoir ton impression sur le mercato de l'OL qui est sur. Est-ce que tu penses que une place sur le podium serait possible? On sait que Lyon, en 4 matchs, a maintenant 6 points. C'est pas beaucoup encore, mais on est encore au début de la saison. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Que dire sur le mercato? Alors, comme d'habitude, le président nous fait de grandes annonces et autres. Alors, autant au début de mercato, j'ai
j'étais un petit peu satisfait parce qu'on avait réussi à garder Fekir et puis que les seuls départs qu'on a eu c'était vraiment des joueurs qui jouaient jamais et on a quand même réussi à gagner quelques sous. Mais c'est vrai que on n'a pas vraiment recruté en défense centrale. Alors Denayer, je sais pas ce qu'il vaut, faut voir parce qu'il a pas non plus énormément joué à haut niveau ces dernières saisons. Donc il nous manque peut-être un défenseur central intéressant. Diaz aurait pu être une bonne recrue, mais bon, son club étant en Ligue des Champions, ils ont pas voulu le lâcher forcément. Et puis bon, garder Fekir était très bien, une bonne chose. Donc, j'espère qu'il va faire une très bonne saison. Et puis c'est vrai qu'on a perdu à quelques jours de la fin du mercato, on a perdu Mariano qui avait quand même un profil assez atypique mais intéressant. L'année dernière, il a quand même marqué plus d'une vingtaine de buts. Donc c'est quand même, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant qui avait marqué autant à Lyon. Et puis on a récupéré Dembélé, je sais pas, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Est-ce que ça va marcher ou pas, on sera vite fixé parce qu'on a vu que sur les derniers matchs, on manquait un petit peu d'offensive. Et puis comme tu disais, voilà, on a fait 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites, en sachant que sur les 4 matchs, on a quand même 3 matchs à domicile. J'attendais qu'on ait au moins 9 points à l'issue de ce premier bloc avant la trêve internationale, parce que la Ligue des Champions va vite arriver et Lyon aura éventuellement un coup à jouer pour sortir en 8e, enfin pour aller en 8e. Mais il faudra pas laisser de points en route, donc on verra. Et puis juste une chose, là j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui circulaient sur Genesio. On peut critiquer Genesio à tort, à raison, chacun fera son propre avis, mais ce qui s'est passé et les insultes, ça je ne cautionne pas du tout. Voilà, je tenais quand même à faire une petite parenthèse là-dessus. Parfait. Ben écoute, en fait, juste pour expliquer un peu à nos auditeurs, donc il a parlé du défenseur central qui est Jason Denayer, qui est en fait un international belge qui a signé à l'Olympique Lyonnais cette année. Comme il a dit, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup joué ces dernières années, sauf que sur papier, ça reste quand même un gros espoir. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine aura, juste le fait d'avoir été en Coupe du Monde avec la Belgique et ainsi de suite. Pour ce qui est de Mariano, c'était un renard des surfaces à Lyon, comme il a dit, il a marqué tellement de buts. Il est revenu au Real Madrid, il avait signé du Real Madrid, il est revenu au Real Madrid. Et enfin, la deuxième signature, c'est Dembélé, c'est un international espoir français à 22 ans. Ça fait plusieurs années qu'on nous dit que ça va être un énorme joueur. Il jouait au Celtic à Glasgow, en Écosse. Puis maintenant, il vient faire ses preuves en Ligue 1 avec un club, l'Olympique Lyonnais, qui aspire aux grands honneurs. Ben, en tout cas, si c'est pas dans la première place, mais au moins au podium. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que le podium est possible, il est accessible cette année? Oui, je pense que quand je vais parler d'un point de vue effectif uniquement, parce que bon, pour l'instant, on est qu'en début de saison, donc on n'a pas encore suffisamment de recul. Lyon fait évidemment des 2-3 favoris. Bon, je compte pas du tout le Paris Saint-Germain qui, je pense, peut-être même dès le mois de décembre, sera peut-être champion avec 20 points d'avance, hein, vu comment c'est parti. Effectivement, Lyon, Marseille ont les effectifs et les clubs pour éventuellement être au-dessus. Rennes en outsider. Monaco, je sais pas encore ce que ça va donner. Ils ont encore beaucoup dégraissé. Mais oui, Lyon sur l'effectif qui finalement n'a pas trop bougé. Finalement, si on regarde le 11 type, il a presque pas bougé. On a juste remplacé Mariano par Dembélé, donc on a le vécu de l'an dernier. Oui, Lyon peut et pour moi va jouer le podium et sera sur le podium. Après, est-ce qu'on sera 2, est-ce qu'on sera 3, voilà, ça va être une lutte de longue haleine avec certainement Marseille. Mais voilà, je pense que Lyon se doit d'être sur le podium en tout cas. Parfait. Ben oui, c'est sûr, en fait, c'est l'objectif de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, d'être sur le podium à chaque année pour se qualifier en Ligue des Champions. Ce qu'ils ont réussi à faire l'année passée en nous dépassant d'un seul tout petit point. Je suis encore enragé par rapport à ça, mais bon. Et j'aimerais bien avoir ton avis, tu en as un peu parlé, mais qu'est-ce que tu penses de la version 2018-2019 de l'OM cette année? Ils ont eu quand même... Alors, j'avoue, Ouais, j'ai pas trop su. C'est vrai qu'ils ont, comme Lyon, ils ont fait quelques recrues intéressantes. Notamment le Croate vice-champion du monde. Oui. Et comme à Lyon, l'effectif a pas trop bougé. Après, j'attends de voir. Ils ont pas recruté devant. On pensait qu'ils avaient peut-être recruté devant, mais à voir ce que vont faire Mitroglou
les Germains qui effectivement ont deux profils différents, donc ils permettent à Rudy Garcia d'avoir éventuellement deux schémas tactiques, et puis voir le retour de Payet et Thauvin, ce que ça va donner. Mais effectivement, l'OM a vraiment une équipe intéressante. Puis là, ils viennent enfin de gagner à Monaco. Ils avaient pu gagner depuis 5-6 ans. Ils avaient pu gagner à Monaco depuis 8 ans. Et ça faisait quelques saisons qu'ils n'avaient pas battu une équipe du top 4, enfin ce qu'on appelle le top 4. Après, à voir si Monaco est encore top 4 en fin d'année. Ça, ce sera un autre... Ce sera un autre débat dans ce cas-là. Effectivement, ce sera un autre débat. Donc, Monaco a beaucoup dégraissé cette année. Bon, ils font comme d'habitude. C'est un club qui dégraisse assez souvent, qui vend ses jeunes joueurs à des prix assez forts et qui rachète de nouveau de jeunes joueurs afin de les revendre plus tard. Il n'y a pas vraiment de continuité, en tout cas d'après moi. À Monaco, on n'en voit pas de projet pour aller plus haut. C'est plus un projet à acheter des jeunes joueurs pour les revendre au prix fort plus tard. Après, ça marche depuis quelques années. Est-ce que ça marchera cette année? À date, ça a pas l'air. Mais bon, en tout cas, Monaco, c'est déjà passé. On les a battus. Je suis content. Tout le monde est content. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je suis content. J'aurais préféré un nul personnellement, mais... Bah oui, chacun son club. Oui. Ouais, on reste dans le chambrage, mais c'est normal. Ça fait partie du jeu, on est d'accord. Exactement. Maintenant, pour l'Olympico, donc le match entre l'OL et l'OM, est-ce que tu penses ce match-là nous a toujours réservé de super affiches en fait. On a eu un bon 5-5, tout le monde s'en rappelle depuis quelques années. Et c'est toujours des matchs assez disputés, assez physiques. Avec une bonne touche de technique, c'est des matchs extrêmement beaux à voir. Et bon, c'est sûr que le premier match se joue à Lyon. Alors toi, tu t'attends à quoi? Si jamais on veut s'amuser, je veux te demander ton prono pour l'Olympico. Qu'est-ce que tu en penses? Le prono à date, je pense que c'est difficile de le donner, donc je vais sortir évidemment, je pense qu'on va gagner parce que je suis supporter lyonnais, donc je vais sortir évidemment de ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a déjà la coupure internationale. Ensuite, on a une journée de championnat, et puis oui, il y aura la Ligue des Champions au milieu, il me semble. Effectivement. Il y a la Coupe d'Europe juste au milieu. Effectivement. Donc ça peut changer éventuellement la donne, parce que Marseille joue à Francfort, si je me rappelle bien. Exactement. Et Lyon joue à l'extérieur, et je crois que Lyon joue directement à Manchester. Oh, wow. C'est vrai que l'affiche est quand même... Donc Lyon risque éventuellement d'en prendre une belle, parce que si on n'améliore pas la défense, à mon avis, on peut déjà partir sur le fait qu'on en prenne 3. Donc déjà ça va jouer avec les déplacements, voilà. Donc c'est toujours un peu délicat de tout de suite donner un pronostic, parce que voilà, avec la trêve internationale, il peut éventuellement y avoir des bobos, des blessés, ce que je ne souhaite évidemment à personne, hein. Mais voilà, on sait pas comment les équipes vont récupérer de la trêve internationale. On sait bien que ça casse souvent les dynamiques, ou ça en relance de nouvelles, et puis comment on va être intégré Dembélé, qui sera en espoir, etc. Donc voilà, tu me rappellerais quelques temps avant l'Olympico, ou quand le championnat est repris, déjà j'aurais peut-être une idée déjà un tout petit peu plus claire. Mais c'est vrai que là, c'est plus compliqué de donner son pronostic. Ouais, j'avoue que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est encore quand même loin. On enregistre aujourd'hui, on est le 3 septembre. Il y a, comme il a dit, la trêve internationale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d'ici là, même si le mercato est fermé. Il y a quand même beaucoup de choses, point de vue blessure, point de vue les résultats, le moral, ainsi de suite. En plus, effectivement, vous aurez la Ligue des Champions en milieu de semaine, juste avant le match. Nous, on jouera en Europa League, comme tu l'as déjà mentionné. Il y a par contre une chose qui pourrait être quand même déterminante, c'est que nous, on jouera le jeudi. Vous, je pense, c'est soit mardi, soit mercredi. Je sais pas dans ce cas-là, c'est quel... De tête, j'aurais tendance à dire qu'on joue le mercredi parce qu'on est en poule F. Ah, ok, ouais. Donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'on joue le mercredi, mais là c'est vrai que j'ai vu les poules, mais j'ai pas encore vu exactement le calendrier, si ce n'est le premier match où normalement on jouera à huis clos, et c'est pas cet adversaire-là que j'aurais préféré à huis clos. Ça c'est un autre débat. Je comprends, mais écoute, c'est ça. Donc vous aurez un jour de récupération au minimum de plus. Ouais, c'est ça. Ça pourrait jouer en faveur de l'OL.
Mais écoute, moi j'aime bien me lancer. C'est sûr que c'est loin, mais on s'amuse. Moi je dirais que c'est un match nul, un bon match nul de 2-2. Je pense que c'est possible en plus, ouais. Le match nul, ouais, est peut-être on va dire, allez, à date, je vais dire, il y a peut-être 55-45 pour Lyon en faveur parce qu'il joue à domicile. Et qu'il y aura un jour de récup en plus, mais effectivement, un match nul est totalement possible. Je vois pas 2 ou 3 buts d'écart. S'il y a un vainqueur, ça se jouera éventuellement sur un but. Ouais, comme d'habitude. Comme souvent ces dernières années. Hein. Exactement. Ces dernières années, ça s'est toujours joué à un but. Puis comme j'ai dit, c'est des matchs à haute intensité. Donc, je me rappelle l'année passée, il y a une grosse bourde de notre gardien, de Steve Mandanda, qui a donné la victoire sur un coup franc de Fekir, où Steve Mandanda a complètement lâché le ballon. Ça peut arriver aussi dans ces matchs-là, des bourdes. Ça arrive à tout le monde. C'est ça. J'espère que ce sera pas ça. J'espère qu'on verra vraiment du beau foot, du beau soccer, et que en fait que ce soit un match qui se décide et que le meilleur gagnera et non pas que ce soit pas une victoire sur un but de gag en fait. Ça c'est moi personnellement là. Oui, bah ça c'est sûr que personne ne souhaite ça. Hein. Le Real a gagné la Ligue des Champions notamment grâce à une bourde de Karius, hein, par exemple. Bon, exactement. Ça n'a pas été préjudiciable aux Français en finale de Coupe du Monde, mais bon. Ouais, mais bon, au moins ça a pas coûté grand-chose la faute de Yoris, mais bon. Bon, écoute, Damien, merci beaucoup d'être venu au podcast Infocéan à Montréal. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'accueillir. Et de rien, et on peut même, si possible, éventuellement voir pour débriefer le match ou se rappeler avant le match aussi, comme. Oui, ce serait quelque chose à voir. Nous, le podcast que je fais d'habitude se fait aux 2 semaines. C'est sûr qu'à ce moment-là, on verra si, c'est sûr, il y a une possibilité qu'on fasse un débrief par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est sûr que le match retour, tu seras invité parce que ça sera au Vélodrome. Puis on verra un peu plus clair l'année prochaine. Les objectifs. Exactement. Entre les coupes, entre la fin de championnat. Exactement, et puis les histoires de climatiseurs de l'an dernier, par exemple. Aussi, effectivement. On reste un petit peu dans le chambrage, mais amical, bien évidemment. Oui, c'est sûr. Déjà, on espère que cette fois-ci, on va pas avoir une autre suspension pour avoir cassé un bout de banc chez vous, là. Oui. Dans les vestiaires, et puis, ça fait le sel de l'Olympico, hein. Comme en fait il y a plus de rivalité maintenant réellement avec le Paris Saint-Germain, Lyon et Marseille se cherchent un autre adversaire, si j'ose dire, quoi. Oui, c'est Lyon a toujours la rivalité régionale avec Saint-Etienne, mais bon, celle-là elle restera tout le temps. De toute façon, elle est pas montée économiquement, c'est beaucoup plus historique, mais du coup c'est vrai que Lyon et Marseille maintenant aspirent aux mêmes places en championnat, donc la première est trustée. Forcément, il y a toujours un petit peu du sel, puis je me rappelle toujours des passes d'armes entre Olas et Pape Diouf à l'époque. Moi, elle me faisait toujours mourir de rire, ces passes d'armes à l'époque. Ouais, ça commence déjà entre Hérault et Olas. En tout cas, depuis l'année passée, il y a beaucoup, les deux présidents se lancent beaucoup de piques à droite et à gauche. Parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment l'OM et l'OL disputent les mêmes places. Donc la 2e et la 3e place du championnat avec Monaco. En tout cas, c'est les 3 qui sortent du lot. Après, il y a toujours les outsiders comme Saint-Étienne, comme Rennes, comme Bordeaux, comme Nice à un moment. Donc faudrait voir ce que ça va donner d'ici là. Écoute, Damien, merci beaucoup de ton temps, du temps que tu m'as donné. Et mais de rien, écoute, hein. À très bientôt, j'espère. Ouais, écoute, bonne fin de journée, puis bonne continuation, et puis de toute façon, on se reverra certainement sur les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr. Bon, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Damien, son pseudo sur Twitter, c'est Lioson69, donc n'hésitez pas à suivre Damien sur les médias sociaux. Merci encore et bonne journée. Allez, salut. Pour le dernier segment de mon podcast Infocéan à Montréal, je passe maintenant aux questions de mes tweetos. En tout premier, on commence par Monsieur Foot de Foot, qui me demande « Que penses-tu du tirage de la Coupe Europa, du Mercato et de Drogba qui ne revient toujours pas à l'OM ?» Donc en parlant de Drogba a disputé une saison avec l'Olympique de Marseille, il a laissé de très bons souvenirs à Marseille, et les rumeurs concernant son retour ont toujours été là.
C'est sûr que là, Monsieur Foot de Foot me lançait ça à la blague, parce que Drogba, on s'entend qu'il approche des 40 ans. Et n'est pas proche d'un retour à Marseille, il est plus proche d'un retour à la retraite, ou bien d'une retraite bien méritée. Pour ce qui est du tirage de la Ligue Europa, l'OM, je pense, a eu un tirage pas très clément entre l'Eintracht Francfort, dont j'ai déjà parlé, l'Apollon Limassol, le club chypriote. C'est toujours très difficile de jouer contre les clubs chypriotes qui ont quand même de grosses ambiances. Ça va être quand même intéressant, même si l'OM est au-dessus sur papier. Ça va être quand même des confrontations assez intéressantes avec l'Apollon Limassol. Et enfin, le club italien, la Lazio de Rome, qui est quand même un club qui a quand même de bonnes individualités. Ce sera, je pense, l'adversaire le plus coriace de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa. Je m'attends à ce que l'OM finisse dans les deux premiers avec la Lazio de Rome. Mais je pense pas que ça va être facile et il faudra vraiment bien se préparer et bien préparer les matchs afin d'y arriver et de passer au tour suivant. Pour ce qui est de la prochaine question, c'est une question posée par Stéphane Garcia. Il me demande, il est de ceux qui pensent que Mitroglou va être notre fameux grand attaquant et il demande mon avis par rapport à ça. J'aime beaucoup Kostas Mitroglou. Je pense que il a été vraiment décrié l'année passée, mais en fait, il n'a pas eu une préparation comme il faut. Il a été blessé assez souvent au début de l'année, donc je pense que ça a vraiment handicapé pour le reste de la saison. Et je pense que cette année, ça pourrait être son année, tout comme Valère Germain. Je pense que nos deux attaquants peuvent avoir une bonne année. S'ils arrivent à eux deux à marquer une trentaine de buts, toutes compétitions confondues, je pense que ce serait quelque chose de positif. Pour ce qui est de Mitroglou, oui, c'est quelqu'un qui est un peu au-dessus de Germain, selon moi. C'est un renard des surfaces qui est toujours dans la boîte. Oui, il va pas marquer sur chaque occasion, mais c'est quelqu'un qui a quand même un très bon jeu de tête, qui est capable de jouer en pivot, qui va pouvoir mettre le ballon au fond des filets quand il le faut. Et on l'a vu déjà à Monaco. Est-ce que ce sera le grand attaquant pour la Ligue des Champions l'année prochaine? Je ne pense pas. Mais pour cette année, je pense que ce sera l'attaquant numéro 1 de l'Olympique de Marseille. C'est sur cette question que je conclus cet épisode d'Infocéan à Montréal. J'espère que vous avez aimé et j'espère avoir de plus en plus de questions dans les prochains épisodes. Le prochain épisode de l'Olympique de Marseille de Infocéan à Montréal se fera dans 2 semaines et j'espère que vous serez à l'écoute.